dernière, nous allons retourner dans le milieu marin pour parler d'un animal très méconnu par certaines personnes et qui peut être confondu avec autre chose. Alors oui, j'ai eu la petite question sur mon petit messenger de Manuela qui m'a dit excuse-moi, j'ai une question bête. Qu'est-ce que c'est un corail? Alors, ce n'est pas du tout une question bête parce que les coraux peuvent être confondus par exemple avec un rocher ou une plante, ou on dirait même pas des fois que c'est un animal qui est vivant. Déjà, quand on parle souvent d'un corail, en fait, on parle d'une colonie. C'est-à-dire que si on s'approche de plus près, on va voir qu'en fait, c'est plein de petits animaux ou polypes qui sont les uns à côté des autres. On va se rapprocher un peu plus de cette image pour vous montrer un peu plus la structure de cet animal ou qu'on appelle polype. On va avoir une bouche pour manger avec une couronne de tentacules, une cavité digestive, comme on peut dire un intestin si on veut, et un squelette calcaire. Et donc là, on voit bien que ça, c'est une seulement partie de l'animal, de la colonie, et qu'on va en avoir un, deux, et comme ça, on va avoir jusqu'à plus d'1 millier pour former la colonie de coraux. Alors, une autre petite question, alors ces coraux, qu'est-ce qu'ils mangent? Alors, leur couronne de tentacules sert à manger le plancton. Le plancton, c'est quoi? C'est ces petites larves qui vont flotter, qui sont quasiment microscopiques, qui vont flotter dans la colonne d'eau et ils vont s'en servir pour manger. Mais ça, c'est seulement 10 à 30% de leur nourriture. La principale quantité de nourriture, c'est des algues qui sont à l'intérieur de leur tissu qui va leur apporter. Comment? Ces algues vont faire la photosynthèse. Donc elles sont vertes comme nos plantes qui sont dans les jardins, ce qui va leur permettre, avec la chlorophylle à l'intérieur, de capter l'énergie lumineuse et de transformer le dioxyde de carbone en oxygène et en nourriture pour les coraux. C'est aussi ces algues microscopiques qui sont en très très grand nombre dans les tissus coralliens qui vont leur apporter leur couleur. Si on a des coraux rouges, c'est parce que l'algue qui est à l'intérieur va être rouge. Si on a des algues vertes, les coraux vont être verts. Si on a des algues jaunes, les coraux vont être jaunes. Mais toutes ces algues font partie de la même famille, ce qu'on appelle les zooxanthelles. Donc on est d'accord, c'est pas la même algue, je te parle de l'algue qu'on n'a pas envie de mettre le pied à la plage. Non, voilà, ce n'est pas les algues qu'on a sur la plage, ce qu'on entend beaucoup parler en ce moment, les sargasses. Ce sont un autre type d'algues assez différent. Alors, on a parlé de ça. Alors, combien y a de types de coraux différents? Alors, il y a énormément d'espèces de coraux, mais ça se sépare en deux grands types. On a les coraux durs et les coraux mous. On va commencer avec les coraux durs. Comme vous pouvez voir déjà, juste en parlant de coraux durs, on a déjà des formes qui sont très différentes. Mais la caractéristique qu'ils vont avoir en commun, c'est qu'ils sécrètent eux-mêmes un squelette calcaire et que si on les touche, ce qui n'est pas recommandé, parce que ce sont des animaux, on va les laisser tranquilles, mais si par accident on va les toucher, on va croire par exemple que c'est de la pierre, c'est aussi dur que la pierre. L'animal, il va être caché, il va être rétracté, surtout en journée, à l'intérieur des tissus, donc on va pas vraiment le voir. Il va plus sortir la nuit avec ses petites tentacules pour se nourrir. À l'inverse, on va avoir les coraux mous, qui là, eux, ressemblent beaucoup plus à des plantes et vont bouger avec l'eau. Là, les animaux sont un petit peu plus sortis, on peut un peu plus les voir. Et ils ont une texture, voilà, plus de plantes et non pas de squelette calcaire à l'intérieur. Alors, les coraux, mâles, femelles, niveau reproduction, comment ça se passe? Alors, les coraux sont des animaux qui sont sessiles, c'est-à-dire qu'ils sont accrochés. Ils ne vont pas pouvoir se déplacer pour se reproduire. Ils vont, pour une grande partie, ils vont avoir une reproduction qui sont sexuées, c'est-à-dire qu'il y a des coraux mâles et des coraux femelles, et ils vont libérer des gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovules dans l'eau. Et la reproduction va se faire dans l'eau, ça va créer un œuf, puis une larve qui va venir s'installer sur un récif et faire un nouvel individu, et après former une nouvelle colonie. On a aussi certaines espèces qui se reproduisent de façon non sexuée, asexuellement, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement, un animal va se cloner pour faire un deuxième animal. Ou une colonie de coraux va pouvoir aussi se fragmenter pour faire une nouvelle colonie. C'est génial parce qu'en gros, le corail n'a besoin de personne, quoi. Il mange tout seul, il se reproduit tout seul, il se dédouble et... Voilà, c'est un animal qui est tout petit. On vous rappelle que c'est un animal, mais c'est en vrai quelque chose qui est un animal très évolué et qui n'a besoin, comme on dit, de personne pour faire sa petite vie. Alors en gros, si on n'a plus de coraux, si les coraux disparaissent avec le réchauffement climatique et c'est à cause de nous un peu, qu'est-ce qui se passe?
Alors, si les coraux disparaissent, c'est tout l'écosystème marin qui s'effondrait, probablement, puisque les coraux apportent une structure, surtout les coraux durs avec leur squelette, ils apportent une structure au récif. Si on veut parler, ça apporte des maisons. Oui, c'est la maison des poissons, la maison des invertébrés qui ont besoin de ça pour venir se cacher des prédateurs la nuit ou venir se reposer. Ça apporte aussi de la nourriture parce qu'on a des animaux comme par exemple, pour les plongeurs, le poisson papillon, qui est un beau poisson coloré, par exemple, se nourrit principalement de corail. Il va venir manger ces petits polypes. Donc ça apporte aussi de la nourriture pour beaucoup d'animaux du récif. Mais sans parler de récif et de l'écosystème corallien, c'est aussi très important pour les humains. Parce que si on n'a plus de récifs coralliens, pour un bon nombre de personnes qui vivent sur les côtes et les récifs, on n'a plus de nourriture puisque les récifs apportent aussi les poissons et donc les poissons, la nourriture humaine. Ça aussi protège nos plages. Quand il y a des gros orages, comme là nous on vient d'avoir une grosse tempête, ça va éviter qu'il y ait des vagues qui arrivent directement sur les plages et ça va faire une barrière. Et si on enlève les coraux, par exemple nous, on n'aura plus de travail non plus. Et beaucoup de personnes, tout ce qui est lié à la pêche aussi, des récifs coralliens, des langoustes, tout ça, ça disparaît. Et nous, plus de plongeurs, plus rien. En gros, on serait tous à la rue. Alors les poissons seraient à la rue parce qu'ils n'auraient plus de maison et nous, on n'aura pas de boulot, donc on sera tous à la rue. C'est un peu ça, l'écosystème corallien qui part d'un petit animal qui est à peine visible à l'œil nu et en fait une importance au niveau de la biodiversité et aussi une importance pour nous, les humains. Alors ici dans les Caraïbes, on compte combien d'espèces? Alors dans les Caraïbes, on a environ 70 espèces de coraux, ce qui est déjà pas mal, mais par exemple si on part en Indo-Pacifique, où on a le mix de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, on arrive à plus de 700 espèces de coraux. Et quand on parle des poissons coralliens, au niveau de l'Indo-Pacifique, on arrive à plus de 7000 espèces, et au niveau ici des Caraïbes, on arrive déjà à 700 espèces différentes de poissons. Donc une grande diversité. Déjà au niveau de Cozumel, de Playa d'Acumal, on a certaines espèces qui se retrouvent et on a aussi certaines espèces déjà qui sont différentes. Donc localement, suivant l'environnement, le récif, on va avoir des espèces et des agglomérations différentes de coraux mous, de coraux durs, de couleurs, tout ça, tout ça. Voilà, c'était le petit épisode des coraux pour cette semaine. Quelque chose à retenir de ce petit épisode, c'est quand vous allez aller à la plage cet été, en mer, s'il vous plaît, vérifiez où c'est que vous marchez, où c'est que vous mettez vos pieds, d'accord? Pour les plongeurs certifiés, attention, gardez votre distance avec les coraux, ils sont si précieux pour tous. Pour tous, et aussi, d'ailleurs, ils coupent, donc c'est pas très agréable pour votre peau non plus, donc restez à bonne distance. Ils sont là pour les yeux et pas pour les mains et pas pour marcher dessus. Allez, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre petit épisode. Voilà, n'hésitez pas à partager encore une fois, c'est un épisode qui peut être vu pour les enfants, qui peut être intéressant, les non-plongeurs, vos familles. Partagez, likez. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes. On n'a pas vraiment abordé le sujet aujourd'hui, mais ça pourrait, si ça vous intéresse, être un prochain thème. Par exemple, le blanchissement des coraux, les menaces qui pèsent sur les récifs coralliens. Si ça vous intéresse, dites-le nous et peut-être la semaine prochaine, on peut faire un épisode là-dessus. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel petit épisode. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.